parler aujourd'hui des nombres complexes. Tout d'abord, c'est quoi un nombre complexe? C'est quoi un nombre complexe? Nous allons parler de ça dans la définition. Nous appelons un nombre complexe tout nombre qui peut s'écrire sous la forme z qui est égal à x plus iy avec x qui appartient à R et y qui appartient aussi à R. Le nombre i, c'est un nombre imaginaire tel que i, c'est un nombre imaginaire tel que i au carré est égal à moins 1. Donc, tout d'abord, nous allons décortiquer les différentes parties du nombre complexe, c'est-à-dire que représente x pour le nombre complexe et que représente y. Le x, c'est la partie réelle de z. C'est la partie réelle de z. Et la partie réelle de z est notée RE de z. Ce qui veut dire la partie réelle de z. Y, c'est la partie imaginaire. C'est la partie imaginaire de z. Et elle est notée y est égal à im de z, ce qui signifie imaginaire de z. Si x est égal à 0, c'est-à-dire si la partie réelle de z est égale à 0, alors z serait égal à quoi? Y. Si on remplace à ce niveau, si x est égal à 0, donc z serait égal à iy, et le nombre z prend un autre nom, c'est-à-dire le nombre grand Z devient un nombre imaginaire, pur. Un nombre imaginaire pur. Maintenant, si par contre, c'est plutôt y qui est égal à 0, là, grand Z serait égal à x, puisque 0 fois x, ça fait 0. Donc, grand Z devient x. Donc, le nombre grand Z s'appelle un nombre complexe réel. Donc, par exemple, Z est égal à 1. C'est un nombre complexe Z, puisque ça n'a pas de partie imaginaire. La partie imaginaire n'est pas là. Donc, la partie où il y a I n'est pas là. Donc, Z est égal à 1. C'est un nombre complexe réel. Puisque 1 peut encore s'écrire 1 plus 0 fois I. Donc, nous voyons que la partie imaginaire qui est ici 0, la partie imaginaire ici est égale à 0. Et donc, le nombre complexe, comme nous l'avons dit plus haut, le nombre complexe prend le nom de nombre complexe réel. Un autre exemple, si z est égal à 3i, qui peut encore s'écrire sous la forme 0 plus 3i, nous voyons clairement que ici, il n'y a pas la partie réelle de z. I est égal à 0. Donc, du coup, ce nombre complexe, c'est un nombre complexe imaginaire pur. À présent, nous allons parler des opérations arithmétiques portant sur les nombres complexes. Voilà. Comme tout nombre, les nombres complexes aussi peuvent subir des opérations arithmétiques que nous connaissons d'habitude, comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Voyons comment tout ça là peut se faire sur des nombres complexes.
Premièrement, nous allons parler de l'addition. Pour ce faire, prenons deux exemples de deux nombres complexes. Prenons deux nombres complexes, soit Z1 égale à 1 plus 2i et Z2 est égal à moins 2 plus 4i. Voilà. Faire la somme de ces deux nombres complexes revient à sommer les parties réelles de chaque nombre complexe, de même que les parties imaginaires de ces nombres complexes. Donc, la somme Z1 plus Z2 serait égale à quoi? Serait égale à la partie réelle de ce nombre complexe Z1 qui est 1 plus moins 2 qui est la partie réelle également de Z2. Donc 1 plus moins 2 c'est égal à moins 1. Donc la partie imaginaire de Z1 ici 2i est à sommer aussi avec la partie imaginaire de Z2 ici 4i. Donc en faisant 2i plus 4i ça fait 6i. Donc c'est aussi simple que ça. Donc Z1 plus Z2 qui est la somme de ces deux nombres complexes est égal à moins 1 plus 6i. Mais je tiens à faire une remarque, c'est laquelle? C'est que la somme de deux nombres complexes donne un nombre complexe. Puisque Z1 ici c'est un nombre complexe, puisque ça a la partie réelle et sa partie imaginaire. Z2 aussi c'est un nombre complexe parce que ça a sa partie réelle et sa partie imaginaire. Donc la somme aussi a sa partie réelle et sa partie imaginaire. Donc on peut conclure que faire une somme de deux nombres complexes redonne aussi un nombre complexe. À présent, parlons de la soustraction. La soustraction entre deux nombres complexes. Donc, pour exemple, prenons les deux nombres complexes de départ, c'est-à-dire Z1 et Z2, et faisons par exemple Z1 moins Z2. Donc, Z1 moins Z2, ça fait 1. Ça fait 1 plus 2i moins facteur de moins 2 plus 4i. Donc, ce qui me fait 1 plus 2i moins 2, ça fait plus 2 moins 4i. Donc, toujours, il faut sommer les parties réelles entre eux, les parties imaginaires entre eux. Donc, ce qui fait 1 plus 2, 3. Et 2i moins 4i qui me fait moins 2i. Donc, la différence entre Z1 et Z2 me donne 3 moins 2i. Donc, comme ici, la différence entre deux nombres complexes redonne un nombre complexe. À présent, passons au produit entre deux nombres complexes. Donc, faisons pour cela Z1 multiplié par Z2. Donc, ça me fait 1 plus 2i facteur de moins 2 plus 4i. Donc, comme toujours, il faut faire le développement. Donc, ici, il faut développer d'abord 1 avec ça, ensuite avec ça. Après, il faut faire ceci et ensuite ça. Donc, 1 multiplié par moins 2 égale à moins 2. 1 multiplié par 4i, ça me donne 4i. 2i multiplié par moins 2, ce qui me fait moins 4i. 2i multiplié par 4i, ça me fait plus 8i au carré. Mais ne l'oublions pas, nous savons que i au carré est égal à moins 1. Or, i au carré est égal à moins 1 par définition. Et donc, ça revient à moins 2. 4i moins 4i, ça fait 0i. 8 fois i au carré. Or, i au carré est égal à moins 1, ça fait moins 8. Et donc, moins 2
moins 8 me fait moins 10 plus 0i. Voilà, la multiplication entre Z1 et Z2 me fait moins 10 plus 0i. Et on conclut également que la multiplication entre deux nombres complexes redonne un nombre complexe. Passons à présent au quotient entre deux nombres complexes, c'est-à-dire Z1 divisé par Z2. Donc ce qui me fait 1 plus 2i divisé par moins 2 plus 4i. Mais tout d'abord, avant de pouvoir travailler sur le quotient des deux nombres complexes, passons d'abord en revue ce qu'on appelle le conjugué d'un nombre complexe. Donc, nous allons voir d'abord ce que c'est que le conjugué d'un nombre complexe Z. D'un nombre complexe, maintenant on peut abréger, voilà, complexe Z. Soit Z égale à A plus IB. Par définition, le conjugué d'un nombre complexe, le conjugué de ce Z, le conjugué de Z qui est noté, le conjugué de Z qui est noté, Z bar est égal à quoi? Est égal à A moins IB. Je tiens à vous montrer déjà la différence qu'il y a entre le nombre complexe et son conjugué. C'est que la partie imaginaire du nombre complexe, son conjugué et son conjugué, la partie imaginaire du conjugué du nombre complexe sont opposés. Puisque ici c'est B et de l'autre côté c'est moins B. Mais un nombre complexe avec son conjugué a les mêmes parties réelles. Voilà la différence entre un nombre complexe et son conjugué. Voilà. Donc, si on prend par exemple Z égale à moins 1 moins I, il fera son conjugué. Donc, le conjugué de ce nombre serait égal à quoi? On va garder la partie réelle, c'est-à-dire moins 1. Et la partie imaginaire, on prendra l'opposé, c'est-à-dire l'opposé de moins 1 qui est 1. Donc, ça fait plus I. Voilà. Maintenant, revenons à notre quotient de départ. Donc, Z1 divisé par Z2 serait égal à 1 plus 2i divisé par moins 2 plus 4i. Donc, ici, pour pouvoir faire ce quotient, il va falloir multiplier et le numérateur et le dénominateur par le conjugué du nombre complexe qui se trouve au dénominateur. Je répète, pour pouvoir faire ce quotient, il faut multiplier et le numérateur et le dénominateur par le conjugué du nombre complexe qui est au dénominateur. Donc ici, ça revient à quoi? Facteur de 1 plus 2i, facteur de moins 2 plus 4i. Donc ici, le conjugué du nombre complexe au dénominateur, comme on vient de le voir, est égal à moins 2 moins 4i. Donc, je multiplie et le numérateur et le dénominateur par le conjugué de ce nombre complexe, ce qui me fait moins 2 moins 4i au numérateur comme au dénominateur. Maintenant, tout ça là, il suffit seulement de développer. Donc, ça me fait 1 multiplié par moins 2, ce qui fait moins 2. 1 multiplié par moins 4i, ça fait moins 4i. 2i que multiplie moins 2, ça me fait moins 4i. 2i que multiplie moins 4i, ça me fait plus 8. Parce que d'abord, ça me fait moins 8i carré. Et comme on le sait, i carré est égal à moins 1, ce qui revient à plus 8. Moins 2 multiplié par moins 2, ça fait 4. Moins 2 que multiplie moins 4i, ça fait plus 8i.
Là, ça fait 4i multiplié par moins 2, ce qui fait moins 8i. 4i que multiplie moins 4i, ce qui fait plus 16. Et donc, on aura 8i et moins 8i qui vont partir. Donc, moins 2 plus 8, ça me fait 6. Moins 4i, ça me fait moins 8i. Au dénominateur, nous aurons 4 plus 16, ce qui fait 20. On peut déjà scinder la barre de fraction, ce qui fait 6 sur 20. 6 sur 20, moins 8 sur 20i. Donc, on peut simplifier. Voilà, pour rendre tout ça beau. Donc, Z1 sur Z2. Je peux simplifier ici par 2, ce qui fait 3 sur 10. Là, je peux simplifier par 4, ce qui me fait moins 4. Non, je simplifie par 4, donc ça me fait moins 2 divisé par 5i. Là également, la remarque marche parce que nous venons de démontrer que le quotient entre deux nombres complexes redonne un nombre complexe. Donc, toute opération que tu auras à faire sur les nombres complexes, tu vas toujours retrouver au final un nombre complexe. Le module d'un nombre complexe. Qu'est-ce qu'on appelle le module d'un nombre complexe? Soit Z est égal à A plus IB, un nombre complexe. Donc, par définition, le module de ce nombre complexe Z, le module de ce nombre complexe qui est noté, voilà, ça s'apparente avec la valeur absolue de Z, est par définition la racine carrée de la partie réelle au carré. Ici, la partie réelle qui est A, donc ça me fait la racine carrée de A carré plus B carré, où B est la partie imaginaire du nombre complexe et A est la partie réelle du nombre complexe. En voyant l'écriture, nous pouvons déjà déduire quelques propriétés sur le module. Donc, le module d'un nombre complexe est toujours un réel et ce réel est positif puisque la somme des carrés de deux nombres est toujours positive. Sa racine carrée est positive. Voilà. Maintenant, c'est quoi? Exemple. Faisons d'abord un exemple. Exemple, soit Z est égal à 2 plus 3i. Voilà, calculons le module de ce nombre complexe. Donc, module de Z, voilà, donc si on essaie de suivre la définition, ça fait la racine carrée. Donc ici, nous savons que la partie réelle de Z est 2 et la partie imaginaire est 3. Donc ça me fait la racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré. Ce qui fait la racine carrée de 4 plus 9, racine de 13. La conséquence géométrique du module d'un nombre complexe. C'est quoi la conséquence géométrique du module d'un nombre complexe? Donc, conséquence géométrique voilà. Prenons le plan complexe. Voilà. Donc, notre ancien axe des abscisses dans le plan complexe est appelé l'axe des réels. Donc, ici, on va l'appeler axe des réels. Et l'axe Y devient axe des imaginaires purs. Voilà, c'est ça le plan. C'est ça le plan complexe. Donc, nous avons toujours notre origine là, l'origine O du repère. Donc, si je prends le nombre complexe Z,
qui est égal à A plus IB. Je peux poser, donc je peux poser, posons A est égal à ON vecteur. Je vais expliquer tout ça là vers la fin. Posons A est égal à ON vecteur. Et posons B est égal à ON prime. Voilà. Donc, pour construire A, qui est la partie réelle, tu dois le dessiner sur l'axe des réels, puisque A, c'est la partie réelle du nom complexe. Donc, lui doit être sur l'axe des réels. Donc, ici, ça consiste à placer le point N au final, puisque l'origine est là, O. Donc, ça consiste à placer le point N au final. Donc, ici, donc, supposons que la distance A est égale à ceci. Donc, ici, nous aurons N. Donc, tout ça, là, on peut le voir comme un vecteur. On peut le voir comme un vecteur. Bon, pour le cas de B c'est la partie imaginaire pure. Donc, lui, naturellement, doit rester sur l'axe des imaginaires purs. Donc, comme l'origine O est là également, donc, placer B revient à placer le point N'. Donc, ici, en supposant que l'écart fait B, donc, N' doit rester dans cette position. Et on peut le voir également comme, on peut voir ce vecteur-là. Voilà. Donc, Z, c'est la somme de A et de IB. Donc, ici, ça revient à faire la somme de ON et ON'. Donc, en suivant quoi? La règle de sommation, la règle des vecteurs sur la sommation. Donc, on va dire que, on va prendre la résultante, voilà. On va prendre la résultante. Voilà, donc ce point correspond à la position. Ce point correspond à la position de Z dans le plan complexe. Voilà. Donc, on peut dire que Z est à ce niveau. Donc, je peux prendre un point aussi. Un point M qui a pour coordonnées. Donc, dans le jargon complet, on appelle ça aphyse. Qui a pour aphyse ce Z là. Donc, aphyse, je peux le mettre ici. Voilà. Donc, le point M serait à ce niveau. Et aura pour aphyse Z. Voilà. Donc, n'oublions pas ce pourquoi nous avons construit le plan complexe, c'est-à-dire avoir la conséquence géométrique que le module A. Voilà. Donc, la distance, ça va faire A, la distance, ça va faire B. Essayons de trouver la distance OM. La distance OM. Donc, ce triangle, le triangle ONM, le triangle ONM est rectangle. En N. Donc, nous pouvons naturellement appliquer la propriété de Pythagore qui dit quoi? L'hypoténuse au carré. L'hypoténuse, c'est-à-dire OM au carré serait égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, ce sera ON au carré plus NM au carré. Or, ON est égal à A et OM et MN est égal à B. Donc, ce qui me donne A au carré plus B au carré. Donc, OM au carré est égal à A carré plus B carré. Et donc, OM serait égal à quoi? La racine carrée de A carré plus B carré. On va oublier l'autre solution puisque OM est une distance, donc forcément positive. Donc, ça fait la racine carrée de A carré plus B carré. Qu'est-ce que nous venons de prouver là? On vient de prouver tout simplement que la distance OM est égale à quoi? Est égale au module de Z. C'est très important. Donc, la distance OM est égale au module de Z. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons placer quoi? Le module de Z là. Donc, c'est quoi la conséquence à tirer de tout ça? C'est que le module d'un nom complexe, Z, le module de Z, représente la distance du nom complexe à l'origine du repère.
Voyons à présent la forme, bien les formes même, les formes trigonométriques, et exponentielles. Trigonométrique, il y a une seule forme trigonométrique et exponentielle, voilà. De Z, d'un nom complet Z, de Z. Donc, prenons donc, soit Z est égal à A plus IB. On va toujours prendre notre plan complexe. Plan complexe. Voilà, là des réels, là des imaginaires purs. Nous avons l'origine. Donc si A est là, on peut déjà dire que nous avons ici A et voilà B. Donc le nom complet serait la résultante comme nous l'avons vu. Donc on aura M ici qui aura pour affiche Z et la distance là serait le module de Z. Tout ça a été dit dans voilà, la précédente session. Donc, prenons l'angle entre X et OM égale à θ. L'angle entre X et OM égale à θ. Voilà. Donc, le cosinus, on peut déjà tirer que le cosinus de θ, là, ici, ça forme un triangle rectangle. Donc, ça fait le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ça nous donne le côté adjacent ici A sur l'hypoténuse qui est le module de Z. Et donc, on peut déjà tirer que A est égal à module de Z cosinus θ. Voilà. Donc, pour sinus θ, sinus du même angle, donc on peut déjà utiliser le principe, étant donné que les deux droites là sont parallèles et que là est séquent, donc on peut déjà utiliser le principe des angles alternes internes. Donc l'angle θ revient ici. Donc le sinus de θ, ça fait le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc sinus θ, ça fait B sur l'hypoténuse, ici toujours module de Z. Donc B serait alors module de Z sinus θ. Donc tout ça là, on peut remplacer A et B à ce niveau. Donc Z serait égal à A que nous savons être module de Z cosinus θ plus I, et je remplace aussi B qui est égal à module de Z, on va multiplier module de Z sinus θ. Donc en mettant module de Z en facteur, donc on aura module de Z facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Donc je peux déjà poser, posons, comme c'est un peu lourd, entre le module de Z, je peux déjà poser ρ est égal à module de Z, ρ égale à module de Z, donc Z serait alors ρ facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Voilà la forme trigonométrique de Z. Métrique de Z. Non. En posant également exponentielle Iθ est égal à cosinus θ plus I sinus θ. On a alors grand Z qui serait égal à ρ exponentielle Iθ. Pour ρ, n'oublions pas, puisque ρ c'est le module. Pour ρ est le module de Z
et θ est appelé argument de Z. Argument de Z, ce qui est noté arg de Z. Donc on l'appelle l'argument de Z. Passons à présent à la maîtrise du cercle trigonométrique, puisque c'est un sujet qui est tellement important pour pouvoir facilement trouver la forme trigonométrique et par la même occasion la forme exponentielle d'un nombre complexe à partir de sa forme algébrique, c'est-à-dire à la forme z est égal à a plus ib. Pour passer de ça aux formes trigonométriques et exponentielles, vous devez forcément maîtriser le cercle trigonométrique. Voilà. Donc, nous savons que le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon égal à 1, l'unité, et que l'origine est là. Là, nous avons l'as des cosinus. Nous avons l'as des cosinus. Voilà, nous avons le cosinus des angles sur l'as là, qu'on peut appeler aussi l'as des abscisses. Nous avons sur l'ordonnée, qu'on appelle aussi l'as des sinus. Voilà l'ordonnée. Voilà, donc nous lisons le sinus des angles sur l'as là, qui est l'as des ordonnées. Et sur l'autre as, nous lisons le cosinus des angles. Maintenant, les angles même se trouvent sur le cercle trigonométrique, c'est-à-dire sur la corde là. Donc, les angles se trouvent sur le cercle là. Voilà. Donc, notre cercle, nous pouvons voir que les as découpent notre cercle en 4 parties, que moi j'appelle souvent des cadrans. Donc, ici, on peut dire que c'est le premier cadran. Ici, le deuxième cadran. Le troisième cadran. Et là, le quatrième cadran. Passons un angle sur le cercle. Si nous repérons notre angle dans cette position, je peux dire que c'est le point A. Le point A. Maintenant, l'angle là peut prendre le nom de θ. Donc, l'angle est toujours repéré par rapport à l'as des abscisses, c'est-à-dire à l'as des cosinus. L'angle est toujours repéré par rapport à ça. Donc ici, c'est θ. C'est θ. Donc pour lire le cosinus de θ, il faut projeter orthogonalement, c'est-à-dire de façon perpendiculaire à l'as. Perpendiculaire ici. Il faut projeter pour lire à ce niveau le cosinus de l'angle θ, qui est repéré par A, bien sûr. Maintenant, pour lire le sinus de A, de l'angle θ, il faut projeter sur l'axe des sinus. Il faut projeter sur l'axe des sinus. Et ici, la distance là me donne quoi? Le sinus de l'angle θ. Donc, on peut aussi mettre le θ dans cette position. Puisque dans tous les cas, je sais que c'est repéré par rapport à l'axe des abscisses. Voilà. Il y a aussi un point important à ne pas oublier, c'est que comme c'est un cercle d'unité, que l'origine est là, ici sera forcément sur l'axe, j'aurai moins 1. Je précise, ici c'est sur l'axe. Puisque je l'avais également dit, les angles sont sur le cercle. Donc comme ici, ça fait l'intersection entre la corde du cercle et l'axe. Ce point-là, je précise que c'est un point qui appartient à l'axe des cosinus. Donc ici, j'ai moins 1. De l'autre côté, j'aurai 1. Donc là également, c'est le 1 sur l'axe des sinus. Et là, j'ai moins 1. Et ces 4 points appartiennent aux as. Voilà. Essayons de rendre tout ça la propre. N'oublions pas aussi que ici, c'est le premier cadran. Là, c'est le deuxième. Ici, c'est le troisième. Et là, c'est le quatrième. Pour maîtriser le cercle trigonométrique, la première des choses à faire, l'écartement du compas que vous avez pris pour tracer le cercle. Vous positionnez l'écartement là, la pointe C du compas doit rester à ce niveau. Et vous tracez pour couper la corde du premier cadran.
La pointe sèche est là. Vous tracez pour couper ceci. Donc, ça va le couper vers la moitié. Vers la moitié de ceci. De la distance O1 là. Ça va le couper vers la moitié. Donc, l'angle que vous avez repéré dans cette position, c'est-à-dire l'angle qui sera l'intersection entre la corde que vous aurez à tracer et la corde du cercle, la position là, ça correspond à l'angle pi sur 6. Pi sur 6. Voilà. Pi sur 6, obligatoirement, ça donne directement sur l'axe des sinus demi. Et tout ce qui donne demi sur l'axe des sinus donne sur l'axe des cosinus racine carrée de 3 sur 2. Voilà. Donc, vous faites pareil. Vous prenez toujours l'écartement que vous avez pris pour tracer le cercle. Là, vous mettez la pointe sèche du compas là. Et vous tracez en coupant le cercle. Donc, ça va aussi couper vers la moitié de la distance là. Ça va couper vers la moitié. Et ici, on repère pi sur 3. Pi sur 3. Donc, pi sur 3, ça correspond à demi sur l'axe des cosinus. Et tout ce qui correspond à demi ici, forcément de l'autre côté, ça fait racine de 3 sur 2. Maintenant, les deux droites que nous avons tracées là, se coupe en un point, le point d'intersection ici, avec l'origine du repère. Si je trace, ça coupe à ce niveau. Et l'angle repéré est automatiquement pi sur 4, qui fait sont projetés sur l'axe des abscisses égale à racine de 2 sur 2. Et là également, ça fait racine de 2 sur 2. Voilà, n'oublions pas que ceux-là sont uniquement des angles qui sont du premier cadran. Je peux les appeler eux tous θ. Les angles qui sont dans le premier cadran, c'est-à-dire en partant de là à là, je peux tous les appeler θ. Et là, je vais vous montrer un principe simple pour passer d'un cadran à l'autre. D'un cadran à l'autre. Et en gardant la logique dans tout ça. Pour passer des angles qui sont dans le premier cadran au deuxième cadran, je fais pi moins les angles qui sont du premier cadran, qui sont issus du premier cadran. Je fais pi moins θ. Par exemple, prenons l'exemple de pi sur 6. C'est bien un angle du premier cadran. Pi sur 6, quand ça veut venir dans le deuxième cadran, je projette ou bien je prolonge carrément pour venir couper le cercle à ce niveau. Donc, pour trouver l'angle qui est à ce niveau, je fais quoi? Je fais pi moins pi sur 6. Quand je calcule, ça me fait 5 pi sur 6. Ce qui veut dire que c'est l'angle 5 pi sur 6 qui est à ce niveau. Maintenant, pour déduire aussi leur correspondance en cosinus et en sinus, je vois directement que son cosinus donne demi directement. Et le sinus, quand je vais projeter, ça sera l'opposé vu que voilà, c'est de la partie négative de l'axe des cosinus. Donc, ça sera l'opposé de ce que pi sur 6 avait donné. Pi sur 6 avait donné racine de 3 sur 2. Et pi sur 6 était projeté en cosinus. Mais 5 pi sur 6 doit donner quelque chose de négatif. Donc, j'applique un moins à la valeur trouvée de l'autre côté, ce qui me fait moins racine de 3 sur 2. Voilà, donc vous faites pareil pour trouver celui des autres angles. Par exemple, si je prends pi sur 3, quand je vais projeter, voilà, donc pour trouver l'angle là, je fais pi moins pi sur 3, ce qui me donne 2 pi sur 3. Voilà, et 2 pi sur 3, je vois directement que son sinus donne racine de 3 sur 2. Et le cosinus en projetant, comme c'est issu de pi tiers qui donnait demi, donc ici 2 pi sur 3. Comme c'est du second cadran, son cosinus est forcément négatif. Donc ça me fait moins 1 sur 2. Donc je fais pareil pour trouver quoi? Toutes les correspondances du second cadran. Maintenant, pour les correspondances du troisième cadran, en partant des angles du premier cadran, si je pars des angles du premier cadran, pour trouver leur correspondant dans le quatrième cadran, là je prolonge de façon oblique. Je prolonge directement de façon oblique pour que ça puisse venir
à ce niveau. Donc, si je prends quoi? Si je prends πk du premier cadran, pour retrouver l'angle qui est à ce niveau, je dois faire pi plus θ. Donc, ici, ça sera quoi? Ça sera pi, comme c'est πk j'ai pris, ça sera pi plus pi sur 4, ce qui fait 5 pi sur 4. Donc, c'est 5 pi sur 4 qui est l'angle qui doit être à ce niveau. Donc, pour projeter, trouver quoi? Leur correspondance en sinus et en cosinus. En cosinus, 5 pi sur 4, c'est un angle du troisième cadran. Donc, je vois clairement que ce soit sur l'A des cosinus ou bien l'A des sinus, c'est que des valeurs positives et négatives plutôt. C'est que des valeurs négatives. Donc, tout angle qui est dans le troisième cadran est négatif en cosinus, de même qu'en sinus. Donc, ici, comme ça provient de πk qui faisait racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2, ici, je dois avoir comme valeur moins racine de 2 sur 2 et également moins racine de 2 sur 2. Bien. Finalisons tout ça avec les angles du quatrième cadran. Pour trouver un angle du quatrième cadran, je fais juste l'opposé de l'angle provenant du premier cadran. Si je prends l'exemple de pi sur 6, pour trouver son correspondant dans le quatrième cadran, ça me fait moins pi sur 6 tout simplement. Moins pi sur 6 tout simplement. Et je vois directement que son cosinus me donne racine de 3 sur 2, qui est déjà visible. Et son sinus, comme c'est quatrième cadran, le sinus est négatif comparé à pi sur 6 qui faisait quoi? Son sinus positif en demi. Donc ici, quand je vais projeter, voilà, je vais me retrouver avec moins 1 sur 2.